Alors, deuxième vidéo de notre saga décrypter les standards VTT. On va parler de la transmission. Alors, on va tout aborder sur les standards. La transmission, donc on va aborder du 11 et du 12, parce que c'est ce qui se fait le plus communément en ce moment. On va parler aussi du boîtier de pédalier. Donc déjà, on va commencer par les pédales. Donc les pédales plates auto, ça chacun fait comme il veut. Il y a une notion à connaître pour les plates, c'est la forme de la pédale. Il va falloir que la pédale soit légèrement concave pour avoir un super grip. Si vous avez une pédale qui est très plate ou bombée, vous saurez que au niveau du grip, ce sera pas top. Donc ça, on s'en fout, c'est pas trop les standards. Bref, en notion de pédale, que ce soit en auto ou en plate, on va avoir une notion de longueur d'axe chez certains constructeurs. Axe court, axe long. Ça va rentrer dans le Q-factor. Le Q-factor, on va en parler avec le pédalier. Le pédalier, on va avoir du 165, du 170, même du 160 sur certains, bon, 165, 170, 172,5, 175, 180. Ça, c'est la longueur de manivelle, de là à de là. Donc ça, c'est suivant votre grandeur, votre entrejambe. Voilà, au plus vous êtes grand, au plus vous allez avoir des manivelles longues. Voilà, sachant qu'en enduro, il se montait beaucoup du 170 jusqu'à présent parce que ça évitait de toucher trop les pédales avec des gros débattements et des bébés drops qui étaient bas. Mais on revient un peu au standard en gardant des manivelles qui correspondent à la taille du pilote. Parce que quand t'es grand et que tu roules avec du 170, c'est vraiment un calvaire. On a parlé donc de la largeur de manivelle. On parle aussi du Q-factor. Donc le Q-factor, c'est quoi? Le Q-factor, c'est la largeur qu'il y a entre cette manivelle et l'autre manivelle. Ok? Donc si vous voulez la calculer, vous pouvez prendre la distance d'ici au milieu du cadre et d'ici au milieu du cadre et vous la multipliez par 2. Donc ça a été très en vogue à un moment. On n'entend plus trop parler. En fait, plus le Q-factor est réduit, en fait, plus ton bassin est petit, plus le Q-factor doit être réduit. Donc voilà, savoir que attention pour les Q-factor très très bas, ça peut toucher au niveau des bases, donc faites attention à ça. On a après la couronne ici, donc la couronne elle va être en 104, donc en 4 vissé en 4. Bon, ça se fait plus trop maintenant, c'est du direct mount. Voilà, direct mount, il y a pas que du 104 d'ailleurs, je sais que Shimano ils ont un peu des standards à la con. Donc là ça va être du direct mount. On a de l'ovale ou du rond, alors ça c'est à votre convenance. Le problème de l'ovale, c'est que ça fait varier vachement la chape, et en fait dans les pratiques gravity on a tendance à beaucoup plus dérailler avec l'ovale. En plus, si on a un anti-dé, un coup il passe dessous, un coup il passe dedans, donc au niveau de l'anti-dérailleur c'est pas top. Moi l'ovale en enduro, bof, voilà. Après il y en a qui disent qui le sentent bien, que ça soulage les genoux, qui monte un peu mieux, mais il faut vraiment que l'ovalisation soit prononcée, et si vraiment l'ovalisation est prononcée, ça pose des problèmes sur la transmission. Le narrow wide, donc une dent épaisse, une dent fine. Donc ça c'est ce qu'on appelle le narrow wide, c'est ce qui va retenir la chaîne, ce qui va vous empêcher de dérailler, enfin qui va limiter les déraillements. Ça marche plutôt pas mal en général, sauf en enduro hard, on n'a pas besoin de mettre d'anti-dérailleur. Donc d'ailleurs moi sur celui-là, sur ce vélo-là qui est plutôt orienté all mountain, enduro light, j'ai pas d'anti-dé. On a de l'alu ou de l'acier, donc ça c'est ce qui va changer, c'est le poids et la longévité évidemment, à savoir que l'alu est beaucoup plus tendre que l'acier. On peut calculer la démultiplication si vous passez d'un double à un simple. Voilà, ces calculs ils sont disponibles. Mais après vous prenez pas trop la tête, ça va, voilà, 28, 30, 32, 34. C'est un peu ce qu'on va trouver, ce qui va être le plus commun. Voilà. Déjà si vous êtes en 30-50, franchement en 30-50 vous allez monter partout, quoi. Après 28 ça fait vraiment court, puis c'est surtout qu'après il y a une notion de pédale kickback aussi, et certains cadres n'acceptent pas des couronnes trop petites. Après vous allez avoir un effet de pompage qui va être accentué, l'anti-squat les valeurs d'anti-squat vont être changées, et vous allez pomper beaucoup plus, donc c'est pas vraiment intéressant. 28-50, tu montes aux arbres, c'est ridicule, Moins 30 minimum, mais pas moins de 30. La compatibilité, 11-12 c'est compatible, je crois même que c'est compatible 10 aussi. Au niveau de la chaîne, quoi vous dire, la chaîne, voilà, plus il y a de vitesse, au plus elle est fine, parce qu'au plus il y a de pignons, évidemment, au plus ils sont rapprochés pour obtenir le moins de place possible. Plus elle est légère, au plus elle est évidée, et quoi qu'on en dise, au plus elle est évidée, au plus elle est fragile, et au plus elle est chère.
Donc moi j'aime bien mettre des chaînes un peu bas de gamme pour la simple et bonne raison que le shifting est très bon quand même parce que c'est travaillé, mais par contre c'est beaucoup plus solide. Au niveau des boîtiers de pédalier, on va avoir plus communément, ça va être une boîte entre 68, 73, on va avoir du 90 et un petit peu plus. On va avoir du vissé. Donc on n'a plus que du pas anglais maintenant, donc voilà, on avait BSA, BSC je crois, donc c'est plus que du BSA maintenant. Coupelle externe à visser, donc ça c'est quelque chose qui est très simple d'utilisation, qui est facile à poser. Après bon, en enduro, de toute façon en cross-country je veux bien que un press fit soit un peu plus léger et apporte peut-être un petit peu plus de rigidité, mais en enduro, est-ce que ça compte vraiment? Je suis pas sûr. Donc BSA. Au niveau des axes de pédalier, on va avoir du 30 comme ici, on va avoir du 24 chez Shimano, donc ça c'est le diamètre de l'axe, et on va avoir chez SRAM le GXP avec une longueur d'axe de 24 avec une fin en 22. Évidemment, il faut toujours qu'il y en ait un pour casser les couilles, mais bon, c'est un peu le grand débat de tout le temps. Ça c'est un press fit, donc ça n'a rien à voir, mais pour le visser, ça se visse en extérieur, la majorité des vélos sont faits comme ça, et c'est très pratique. Après on a le BB30, donc le BB30 on n'en trouve pas beaucoup, c'est surtout sur du vélo de route ou du vélo de cross-country. Le BB30 ça va être les roulements directement intégrés dans le cadre, comme sur le boîtier de pédalier, comme sur le jeu de direction, c'est-à-dire à même le cadre. Donc ça en termes, c'est pareil, en termes de longévité, faut pas s'attendre à ce que ce soit miraculeux. D'ailleurs c'est pour ça que ça se fait plus. Ça a été remplacé par le PF30. Donc le BB30, pourquoi BB30? Comme ça je pourrais pas vous dire. Par contre c'est parce que c'est pour un diamètre d'axe en 30 mm. Donc la boîte fera 42 de diamètre et l'axe du pédalier fera 30 mm. Le PF30 c'est la même chose, sauf que ils ont été un peu plus malins. Ils ont fait comme du zéro stack, ils ont fait une cuvette donc qu'on presse dans le cadre et après on met le roulement dessus. Donc évidemment en termes de longévité c'est beaucoup plus simple parce qu'on change la cuvette quand c'est mort et on n'a pas à changer le cadre. Hein, ils ont été malins, pas cons les mecs. Donc PF30, donc ça va être une boîte en 46 parce qu'il y a la largeur, il y a l'épaisseur de la cuvette. Boîte en 46 avec un axe en 30. Après on a le press fit Shimano, donc le press fit Shimano ça va être pareil en press fit, sauf que ça va être pour un axe de 24. On a le press fit GXP aussi pareil avec voilà, avec un 24 à 22. Donc voilà, ce qu'il faut surtout retenir c'est le press fit, le BB30 et le vissé. Après il y a la notion de largeur de boîte ici, donc 68, 73, on a 86, 92, on en a plein, mais ça se mesure au pied à coulisse. Vous le mesurez au pied à coulisse et après vous choisissez votre boîtier de pédalier, c'est très simple. Donc vous analysez votre boîtier de pédalier, en général ça va être ou du press fit ou du vissé, vous emmerdez pas la vie. Il faut sortir le pédalier pour avoir le diamètre de l'axe que vous mesurez au pied à coulisse, vous mesurez également la largeur de boîte et avec ça terminé, vous allez commander. Ah putain, je vais m'asseoir parce que j'ai les genoux éclatés. Au niveau de la cassette, donc cassette, à savoir qu'aujourd'hui avec un corps de roue libre 10 vitesses on peut monter du 11 et du 12, formidable, sauf qu'on aura toujours un départ en 11 dents. On a un départ en 11 dents parce que le diamètre du corps de roue libre ne nous permet pas de mettre moins que 11. Donc là, en l'occurrence, c'est un corps de roue libre en 10 vitesses, c'est une cassette 12 en 11,50. C'est Sunrace qui fait ça, ça coûte pas cher, c'est lourd, mais ça permet de rouler en 12 vitesses à pas cher. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Elles sont plutôt bien étagées en plus. Après, on a en 11 vitesses en corps de roue libre XD, ou en corps de roue libre aussi Shimano. Donc les cassettes Shimano en 11 vitesses commencent en 11 dents, toutes. Donc en 11,40, 11,42, 11,46. Et chez SRAM on a du 11,42, c'était 11,42 chez SRAM. Et en 12 vitesses, donc en 12 vitesses, on a chez Shimano le micro spleen, donc c'est leur nouveau corps de roue libre qui n'accepte que du 12 vitesses Shimano, avec un départ en 10 et un grand plateau, un grand pignon en 51. Chez SRAM, on a le corps XD aussi pareil, qui est compatible 11 et 12 vitesses, avec un départ en 10 et un grand pignon en 50. On trouve des cassettes en 9, avec des départs en 9, c'est compatible. Ils font des travaux, on n'entend rien, c'est l'horreur. Donc on trouve des départs en 9, bon, chez E13, chez Leonardi, je crois, ça se fait. Après, c'est des cassettes un peu exotiques. Attention sur les cassettes, l'exotisme c'est bien, moi j'adore, mais sur les cassettes, ça se révèle être assez compliqué au niveau du shifting, éviter.
essayez de rester sur des marques un peu connues, parce que au niveau du shifting c'est compliqué. Pareil, ne cherchez pas à gagner du poids sur la cassette en mettant des pignons en alu. Les pignons en alu, c'est 500 à 1000 bornes maximum, après c'est mort, c'est fini, c'est à changer. Donc évitez les pignons alu. En général sur ces cassettes là, seul le dernier est en alu pour vraiment gagner du poids, sinon tout le reste c'est de l'acier, et c'est la longévité est beaucoup plus importante. Alors dérailleur, bon là on est sur du 12 vitesses, ça c'est du Eagle GX, donc c'est un dérailleur qui est vraiment pas terrible. Ça faut savoir que chez SRAM, si vous voulez avoir quelque chose qui commence à tenir le coup, il faut passer directement en XO ou en XX1, parce que le GX vraiment c'est pas terrible. Et puis alors le NX, n'en parlons même pas. Chez SRAM, on a un système qui est pas mal, c'est-à-dire qu'on a un système de verrouillage ici pour pouvoir sortir sa roue plus facilement, et on a surtout en fait eux ils ont directement incorporé un ressort plus dur pour éviter les mouvements de chape. Chez Shimano, ça va être un levier ici, un levier de blocage de chape qui est réglable aussi via une petite vis, et je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir une chape directement, un ressort de chape directement plus dur, plutôt que d'actionner le levier. Bon, le levier, une fois qu'il est actionné, on ne touche pas. Par contre, pour sortir une roue, il faut désactionner le levier. Bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est réglable, c'est quand même pas mal. Au niveau de la chape, donc au niveau de la chape, aujourd'hui, pour des pignons en 50, on va trouver de la chape longue. Chez Shimano, c'est SGS. GS c'est la moyenne, et S je crois que c'est la petite. Mais voilà, chape longue, mais on est quasiment obligé parce que c'est une capacité à accepter, et en 50 ou en 51 en chape courte ce sera pas possible, ça passera pas. Donc au niveau des shifters, il n'y a pas vraiment de voilà, donc à savoir que s'il y a quelque chose qui est important, c'est que SRAM et Shimano ne sont pas compatibles. Donc ça c'est depuis très longtemps. Vous pourrez pas mettre un shifter par exemple un XT12 avec un dérailleur SRAM, ça marchera pas, et vice versa. Donc ça c'était la partie transmission. J'espère que j'ai pu éclaircir un peu vos lanternes, et on se retrouve pour la 3e vidéo.